Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet atelier. Je serai présenté donc par la société Dataoak Finance, où je vais vous parler un peu en fait des crypto-monnaies et de leur utilisation justement en fait éventuelle dans le métier du trésorier. Donc bon, bien sûr, c'est une présentation en fait en un quart d'heure. N'a pas la prétention de vous apprendre tout ce qui se dit et se fait autour de crypto-monnaies, mais au moins ces quelques slides vous permettront d'avoir une petite idée de ce qui se passe sur le marché. Même nous, en regardant justement, en préparant ces slides, on a découvert des choses qu'on était loin d'imaginer être faites en 2017 et 2018. Je suis Imad Belmayem, je suis le directeur de Dataoak Finance, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et il y en a pas mal. Bon, pour commencer, en fait, on parle bien sûr en fait, de crypto-monnaie. La plupart du temps, justement, en fait, les gens ne connaissent que le Bitcoin, avec tout ce qu'on a vu dans la presse, tous les articles, tout ce qui s'est dit autour du Bitcoin en 2017 à cause des problèmes de volatilité, justement, en fait, que cette crypto-monnaie a subi. Évidemment, en fait, bon, ce que vous savez certainement, en fait, justement, cette crypto-monnaie, donc le Bitcoin, a été créé autour d'une technologie qu'on appelle la blockchain, qui est une grosse usine mathématique qui permet de créer ce qu'on appelle en fait un ledger décentralisé et qui permet surtout justement en fait d'éviter tout organisme centralisateur ou toute autorité de centralisation, qu'elle soit nationale ou internationale. Donc c'est vraiment en fait pour organiser quelque chose qui soit indépendant de tout ce qui est autorité. Donc, mais malgré cela, c'est quand même quelque chose qui est fiable, qui est traçable et qui permet, grâce justement en fait ce qu'on appelle ce ledger décentralisé, grâce à une duplication de l'information à un niveau assez élevé d'endroits, d'être sûr justement en fait que l'information n'est jamais altérée et d'être sûr que l'information qu'on récupérera de la blockchain à un certain moment est la bonne et elle est validée justement par des milliers, voire des dizaines de milliers d'intervenants. Ce qui est aussi intéressant avec les bitcoins, mais on en parlera un peu plus loin, c'est que justement, en fait, c'est quand même la base et la réduction des frais. Parce quand on dit se débarrasser justement des autorités centralisatrices, etc., c'est surtout se débarrasser de pas mal de frais. Ce qui a fait donc beaucoup de bruit, principalement donc, en 2017, c'était la volatilité du Bitcoin, donc, qui est passé à un certain moment en fait, de 1000 $, et pour atteindre 19 000 $, je crois, en fait, en moins d'un an. En fait. En moins d'un an, il a atteint 19 000 $, donc c'est passé avec, évidemment, en fait, que si vous regardez la courbe, avec des hauts et des bas incroyables, donc évidemment, ce qui est hyper intéressant, c'est que, bien sûr, en fait, on peut imaginer quelqu'un qui met 1000 en janvier récupère 19 000 en fait à la fin, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont mis 19 000 et ils ont récupéré 1000 à la fin. Donc il faut voir en fait la chose dans les deux sens. Même moi-même, justement, en fait, pour vous préparer cet atelier, j'ai fait quelques expériences. Je crois que je vais faire une quête en fait à la sortie pour récupérer un peu d'argent parce que j'en ai perdu beaucoup. Donc, mais bon, mais c'est vraiment ça qui a fait du bruit autour du Bitcoin. Pendant que, justement, en fait, avant la fin 2017, et surtout au début de 2017, il y avait pas mal d'entreprises qui ont cru
il ne faut pas que je quitte ma croix pour la caméra. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont cru justement en fait au Bitcoin, qui se sont dit c'est quelque chose, c'est l'avenir, etc. Donc vous avez là quelques marques que vous connaissez très bien. Il y a même eu des distributeurs de Bitcoin dans pas mal de pays. Je vous garantis, bon, on a gardé ce slide parce qu'en fait, il est joli avec beaucoup de dessins. Mais si on fait la mise à jour de ce slide au jour d'aujourd'hui, on a voulu la faire, mais on a laissé tomber parce qu'il n'y aurait plus pratiquement aucune entreprise qui travaille avec le Bitcoin aujourd'hui. Toutes ces entreprises ont pratiquement abandonné le Bitcoin après justement en fait, la chute de surtout début 2018. Pour info, donc je ne l'ai pas dit avant, donc c'est monté à 19 000. En ce moment, j'ai regardé le cours ce matin, il était, je crois, à 8 000 $, quelque chose comme ça. Hein. Donc ces entreprises-là ont cru à un certain moment en fait, dans le Bitcoin, mais là, ils ont abandonné. Mais ils n'ont pas abandonné ce qu'on appelle la crypto-monnaie et la blockchain, justement, en fait. Et c'est de ça qu'on va parler après. Bon. Rapidement, si vous regardez en fait la définition d'une monnaie dans le Larousse, vous lisez, vous essayez justement de comparer à une crypto-monnaie, et ben vous verrez justement en fait que si on se limite à la définition du Larousse, n'importe quelle crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou autre, ne serait pas une monnaie d'après le Larousse. Bien que, justement, en fait, il y a eu des tentatives, justement, pour utiliser cette crypto-monnaie comme une vraie monnaie. Parmi les expériences en fait, qu'on a retenues, qui sont les plus intéressantes, parce qu'elles sont vraiment, en fait, je pense que c'est un signe comme quoi on pourrait faire quelque chose. C'était la tentative du Venezuela suite au blocus des USA avec la chute du pétrole, tout ça. Donc au Venezuela, il y a une crypto-monnaie qui a été créée, donc je crois qu'elle s'appelle le Petro, qui serait indexée justement en fait au cours du pétrole et qui voulait justement être une alternative au dollar pour échanger le pétrole ou échanger n'importe quelle autre matière première. Donc c'est vraiment, ça c'est une tentative qui en tout cas qui a existé. Bien sûr, en fait, elle n'a pas marché aujourd'hui, mais en tout cas le modèle et le principe de cette crypto-monnaie était là et aurait pu marcher et pourrait marcher. Donc la preuve comme quoi en fait on peut faire quelque chose avec les crypto-monnaies. Et ce qui va suivre va vous le démontrer. Juste rapidement, en fait, mais on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'ils sont vraiment très, très techniques. L'un des freins, par exemple, en fait, pour les bitcoins, donc c'est pour ça qu'on va vous montrer comment, justement, en fait, on va abandonner le bitcoin pour passer vers d'autres crypto-monnaies basées, justement, donc sur des blockchains, mais avec des contraintes moins fortes. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, en fait, Visa peut exécuter 2000 transactions par seconde. Donc, il faut savoir, justement, en fait, il y a cette limite. Donc, on ne peut pas exécuter plus de 2000 transactions par seconde par Visa. Si on veut utiliser la Bitcoin, à cause des contraintes techniques justement en fait qui ont été créées par le fondateur de Bitcoin pour limiter juste le nombre de Bitcoin, etc., on ne peut exécuter que 7 transactions par seconde. Donc il est évident qu'à cette vitesse-là, le Bitcoin ne peut pas être une monnaie comme une autre ou un moyen de paiement comme Visa ou autre chose. Donc cette limitation justement technique est un frein. Un autre frein au Bitcoin, c'est l'absence justement en fait, de ce qu'on appelle un smart contract. En fait, un smart contract, c'est tout simplement un contrat virtuel, donc dématérialisé plutôt, entre les contreparties. Donc, comme on le verra après, il y a de nouvelles crypto-monnaies qui ont créé cette notion de smart contract, donc qui permet justement de baser une opération financière, donc un transfert de devises,
sur un contrat. Donc c'est vraiment ce qui va changer complètement l'utilité justement en fait de la crypto-monnaie. Donc le problème de la Bitcoin, c'est qu'elle n'est pas du tout liée à un smart contract, c'est une opération indépendante et la problématique de contractualisation doit se faire à côté via un autre moyen. Ce qu'on appelle le smart contract, c'est un peu vraiment, on a pris quelques exemples simples, c'est comme pour quand on va à la poste, en fait on ne paye la marchandise qu'une fois le facteur nous l'a reçu, donc on paye directement le facteur, donc là c'est un peu, ça vous donne une idée justement sur cette histoire de smart contract. Donc du coup la crypto-monnaie n'est virée qu'une fois la marchandise reçue. Et puis le problème, comme je le disais tout à l'heure, en fait, du Bitcoin, c'est que elle ne peut pas être utilisée justement en fait pour des échanges courants à cause du problème technique que j'ai donné tout à l'heure. Ça ne peut pas être le reflet de la santé justement économique ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment en fait comme on l'a vu en 2017, ça passe de 1000 à 19 000, de 19 000 à 10 000 sans aucun lien avec quoi que ce soit. Aujourd'hui, elle ne peut pas être conservée justement en fait parce que quand on a parlé de Bitcoin, on s'est dit oui, ok, ce n'est pas en fait, ce sera pas une devise à part entière, mais ça peut être utilisé comme devise pivot pour des échanges, c'est pas moi, de dollars vers yen, au lieu de faire dollars vers yen, on ferait dollars vers bitcoin et bitcoin vers yen. Mais vu la volatilité justement en fait de cette devise, aujourd'hui personne ne prendrait le risque d'utiliser le bitcoin comme devise pivot. Contrairement à d'autres justement crypto-monnaies qui se sont créées justement, bon, la plus connue c'est Ethereum, donc qui existe depuis 2015, qui est vraiment en fait aujourd'hui en termes de masse le premier concurrent du Bitcoin, donc, avec une blockchain plus rapide, donc du coup on peut faire plus de transactions par seconde que le Bitcoin qui est limité à 7. Bon, là aussi, plutôt en fait les smart contracts sont possibles, donc on peut lier Ethereum à un smart contract. On n'a pas parlé tout à l'heure en fait pour les bitcoins de la rémunération des mineurs. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la notion de mineurs. Les mineurs sont des personnes en fait avec leurs ordinateurs qui créent les bitcoins. Et en créant les bitcoins, vous leur payez des frais, ce qu'on appelle de minage. Donc c'est un petit pourcentage sur les devises qu'ils créent. Donc sur les bitcoins, les frais de minage sont un peu élevés. Sur l'Ethereum, elles sont beaucoup moins élevées. On verra sur les autres, elles sont encore plus faibles. Et surtout, justement, en fait, l'Ethereum n'a pas de limite de production parce que le Bitcoin est limité, je ne sais plus, à 27 milliards de Bitcoin. Donc, en fait, une fois on aura atteint 27 milliards, on ne peut plus créer de nouvelles Bitcoins. Alors que l'Ethereum n'est pas limité, donc on peut en créer ce qu'on veut. Enfin, vous allez me dire à quoi ça sert, puisque de toute façon, c'est basé sur aucune richesse touchable, tout ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est mathématique. L'un a préféré limiter à 27 milliards et l'autre a dit aucune limite. Il y a le Litecoin aussi, qui est pareil, en fait, c'est des concurrents des Bitcoins qui, en général, en fait, sont des gens qui étaient sur le Bitcoin avant et qui ont créé leur propre crypto-monnaie. Donc, pareil, c'est plus rapide, des frais négligeables et surtout, en fait, un minage simplifié. Donc, c'est un peu, en fait, ils ont pris tous les défauts du Bitcoin pour les anéantir. Bitcoin Cash, pareil, c'est un fork, ce qu'on appelle en fait un fork, c'est une déviation du Bitcoin, mais pareil, donc en fait, c'est surtout, en fait, je passe rapidement dessus parce que ce ne sont pas les crypto-monnaies qui nous intéressent, qui intéresseraient le trésorier aujourd'hui. C'est pour arriver à Ripple, justement, en fait, c'est celui-là qui va nous intéresser le plus, qui est... idem, une crypto-monnaie créée par des anciens bitcoiniens, si je peux les appeler comme ça,
Et depuis 2011, donc il commence à avoir en fait de l'expérience. La spécificité du Ripple, on parlera justement en fait de l'utilisation en fait comme moyen de paiement aujourd'hui. La spécificité, c'est que c'est vraiment en fait une crypto-monnaie très très rapide, beaucoup plus rapide que le Bitcoin. Il y a quelque chose qui est hyper important que Ripple a compris par rapport au Bitcoin, c'est qu'ils ont limité, pour limiter la volatilité de la monnaie, en fait, ils détiennent 61% de toutes les Ripple émises. Et grâce à ces 61%, ils jouent sur le cours pour qu'il ne soit pas trop volatile. Bon, vous allez me dire, dans un monde de trésorier, jouer sur les cours, c'est quand même un peu dangereux. Mais justement, en fait, c'est qu'ils ne veulent pas que cette devise-là soit utilisée comme devise de spéculation, mais plutôt moyen pour faire autre chose que spéculer sur les cours de devises, comme en fait on le fait aujourd'hui, comme j'ai essayé de le faire avec le Bitcoin et sur lequel j'ai perdu beaucoup d'argent. Donc eux, ils veulent justement en fait que ce soit utilisé pour autre chose, donc vraiment dans l'esprit blockchain et l'esprit contourner les autorités centralisatrices. D'où justement en fait l'utiliser de Ripple comme moyen de paiement. Je ne dirais pas, en fait, même Ripple disent qu'ils sont concurrents de Swift, tout ça, mais en fait c'est faux, ils ne seront jamais concurrents de Swift, mais plutôt complémentaires à Swift. En fait, là où Swift, par exemple, ou d'autres réseaux de communication, justement, en fait, de transfert des paiements ne seront pas présents, le Ripple pourrait être une alternative. Ça pourrait être une alternative, donc selon le principe, donc comme avant de justement en fait je vais passer plutôt vers celle-là, revenir à l'autre, selon en fait un principe simple, c'est que donc j'envoie ma demande de virement à ma banque qui bien sûr en fait pour que ça marche, il faut que les banques soient connectées au réseau Ripple. La banque envoie la demande en fait à Ripple, donc il y a une contre-valorisation en fait de ma devise que je veux envoyer en Ripple. Ripple donc fait transiter ça sur son réseau pour que la banque du bénéficiaire récupère les XRP, en fait c'est le code devise pseudo-ISO de Ripple, récupère cette devise pour la convertir dans la devise que doit recevoir le bénéficiaire ici. Donc c'est ce principe-là. Donc c'est bon, évidemment, eux ils disent oui, on peut remplacer Swift. Aujourd'hui, ils ne pourront pas remplacer Swift, en tout cas pas à moyen terme. Mais ça peut être une solution, une alternative avec des banques, des petites banques, peut-être justement en fait qui aujourd'hui ne sont pas connectées avec Swift. Aujourd'hui, quand on déploie des solutions comme les nôtres, en fait, qui sont des payment factory déployés dans le monde entier, on a très souvent des clients qui nous disent oui, mais telle banque, je ne peux pas l'atteindre via Swift, quelle est la possibilité justement de lui envoyer un fichier de paiement? Donc on dit bien sûr, en fait aujourd'hui la possibilité c'est faire un SFTP et point barre, donc on n'a pas d'autre solution. Une alternative serait justement en fait quelque chose de ce type-là, se connecter sur un réseau d'une crypto-monnaie comme Ripple et envoyer le fichier de paiement quand on ne peut pas le faire via Swift. Et pour vous montrer que il y a quand même quelque chose qui est en marche aujourd'hui dans ce sens-là, puisqu'il y a énormément de banques aujourd'hui qui commencent à s'intéresser et qui sont connectés au réseau Ripple. Donc vous avez Merrill Lynch, Royal Bank of Canada, Santander, Unicredit, tout ça, toutes ces banques-là sont connectées. Et d'après ce qu'on a compris, c'est qu'en même temps, elles se connectent et en même temps, elles prennent des parts justement dans le capital de Ripple pour stabiliser sa structure, etc. Et on a aujourd'hui quelques expériences qui sont effectuées avec ce moyen de paiement que je vous ai montré, dont par exemple Crédit Agricole qui teste des virements de salaire aux expatriés français en Suisse. Voilà, bon, c'est bien sûr, même si c'est un pays vraiment en fait proche, avec des banques normalement qui sont connectées à Swift, ils ont fait ce test et ça a l'air de marcher. Donc vous voyez, c'est vraiment une alternative au réseau Swift qui peut être justement un complément quand Swift n'est pas présent.
Ce qui est important donc, à noter, c'est que ça limite, en fait, c'est une erreur. Hein. C'est pas les frais de change qui sont diminués parce que les frais de change ne bougent pas. C'est plutôt en fait des frais de transfert qui sont vraiment en fait extrêmement réduits. Parce que les frais que fait payer Ripple pour transférer justement en fait, la devise, ils sont vraiment en fait de quelques centimes de dollars par rapport à d'autres frais de virement cross-border que vous connaissez et qui sont quand même de quelques euros ou quelques dollars. Donc c'est vraiment, les frais sont extrêmement réduits, pas les frais de change, c'est une erreur donc qu'on corrigera sur le PowerPoint. Il n'y a presque plus d'intermédiaires. Enfin, il n'y a plus d'intermédiaires. Vous allez me dire, via SWIFT non plus, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais bon, il n'y a pas d'intermédiaire non plus. Il n'y a pas de compte bancaire nécessaire, justement, en fait, chez Ripple pour faire le transfert. En fait, il suffit que les banques soient, justement, en fait, connectées à ce réseau. Bon, on a un Stellar qui est notre crypto-monnaie et qui est en fait vraiment un copier-coller de Ripple. Donc c'est vraiment en fait la même chose, qui existe depuis 2014 et qui, bon, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, hein, ça ne m'engage pas, ça les engage eux, disent que c'est une fondation à but non lucratif. Je ne vois pas comment, mais c'est ce qu'ils disent. En tout cas, c'est une crypto-monnaie qui existe aujourd'hui, qui marche. Les frais sont vraiment en fait encore plus réduits que Ripple. Et normalement, en fait, c'est comme ils disent, but non lucratif, donc c'est orienté vers des entreprises de plus petite taille, dans des pays émergents, etc. Et cette Stellar, justement, en fait, c'est une monnaie qui a été utilisée pareil dans des expériences aujourd'hui qui existent et qui marchent. Là, on a celui que je voudrais prendre comme exemple, l'expérience qui est faite par IBM aujourd'hui pour faire des échanges de devises de paiement en fait, sur pas mal de pays comme le Royaume-Uni, Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'est une expérience qui est en cours et qui marche aujourd'hui. Donc c'est vraiment une alternative à un réseau de paiement comme SWIFT et qui marche, on en a la preuve, il y a des POC aujourd'hui qui sont en cours. Se pose évidemment en fait le problème de lutte anti-blanchiment et lutte anti-terrorisme. Évidemment, en fait, aujourd'hui, on raconte, on prétend que plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars, équivalents centaines de milliards de dollars, sont sortis de Chine grâce au Bitcoin. Justement, en fait, parce que bon, normalement, pour sortir, vous le savez mieux que moi, pour sortir de l'argent de Chine, le convertir en dollars, c'est pas simple. Et bien, apparemment, en fait, il y a plusieurs centaines de milliards qui sont sortis grâce au Bitcoin. Donc, du coup, en fait, il y a un vrai problème de blanchiment d'argent grâce aux crypto-monnaies. Donc, bon, du coup, la blockchain publique type Bitcoin est carrément, mais vraiment clairement non compatible avec une politique de lutte anti-blanchiment, anti-terrorisme. Alors que si on va sur des blockchains privées ou de consortiums, comme celle par exemple de Ripple ou surtout Stellar, évidemment là justement en fait les acteurs, les clients, les partenaires sont bien identifiés, ils sont contrôlés, donc on peut prétendre, ça ne m'engage pas, hein, je dis ce qu'ils répètent, je répète ce qu'ils disent, on peut prétendre qu'on pourrait justement en fait avoir une traçabilité et lutter contre le terrorisme et contre le blanchiment grâce à ces crypto-monnaies-là, ce qui est impossible via le Bitcoin. Dernière slide, c'est justement en fait aujourd'hui, bon là parce que j'ai parlé de Bitcoin, vous avez remarqué, j'ai pas parlé de Datalogue, hein, donc vous pourrez pas dire que je fais de la pub.
Bon, Datalogue, quand même, s'intéresse à la blockchain et aux crypto-monnaies. Bon, évidemment, comme on est spécialiste des paiements, la première idée qui nous a justement, en fait, qui est passée par nos têtes, c'est utiliser les API, parce que justement, en fait, toutes ces crypto-monnaies comme Ripple, comme Stellar, etc., proposent des API à intégrer par des éditeurs comme nous pour effectuer justement en fait des paiements comme le paiement que je vous ai montré tout à l'heure sur les schémas Ripple. Donc on est en train d'intégrer justement ces API dans nos applicatifs pour pouvoir, dans des pays, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque aujourd'hui pratiquement tous nos clients sont connectés via Swift, mais quand ils ont un problème avec une banque qui n'est pas connectée à Swift, peut-être justement en fait, essayer de l'enrôler dans le réseau Ripple ou bien Stellar pour essayer de justement en fait, de mettre en place un système de paiement via une Bitcoin. Donc comme bien sûr j'insiste et je rappelle, c'est comme devise pivot. Donc c'est pas comme devise de transfert, mais uniquement devise de pivot. Aujourd'hui, donc, comme on travaille aussi sur tout ce qui est Swift GPI en même temps, ça nous permet justement en fait, de comparer les expériences que via Swift, via Ripple ou autre, et vous donner un retour d'expérience, j'espère, peut-être l'année prochaine. Merci. Il reste peut-être 1 ou 2 minutes à des questions, si vous avez des questions. J'ai juste une petite remarque à faire en fait. Je pense que quand on parle du Bitcoin aujourd'hui, il a complètement dérivé de sa nature principale qui était les transactions, et on le voit aujourd'hui comme un actif. Le Bitcoin, c'est vrai que maintenant, on ne parle plus de cours de Bitcoin, on parle du prix du Bitcoin. Et je pense qu'il est intéressant aussi de souligner le fait que c'est un actif ultra sécurisé. Parce qu'aujourd'hui, si on veut placer dans le Bitcoin, on n'a aucun moyen de se faire voler son investissement. Parce que on a on a un espèce de compte sécurisé avec une clé sécurisée, etc. Donc on pourrait plus le comparer à l'or. C'est pour ça que vous parliez aussi du Litecoin, du Bitcoin Cash, qui sont des dérivations du Bitcoin et qui, eux, ont peut-être plus valeur à être utilisés comme monnaie de transaction. Mais le Bitcoin, c'est vrai que maintenant, les gens investissent et spéculent avec. Croyez-moi mon expérience sur 2017. Croyez-moi mon expérience. Si j'ai 1 million d'euros, je le mettrai sur l'or, je ne le mettrai pas sur le Bitcoin. Mais en fait, je suis d'accord avec vous, c'est hyper sécurisé. Quand j'ai mis de l'argent justement sur le Bitcoin, j'ai ouvert quelques wallets comme ça. L'idée, mais vraiment, je n'ai jamais pensé qu'il serait piraté, etc., bien qu'il y ait eu des expériences de piratage. Il y en a eu. Mais aujourd'hui, ça y est, en fait, on arrive à un niveau de sécurité où ce n'est plus. Mais vous avez raison, quand on se limite au Bitcoin, on se dit, c'est un actif, c'est un fait. Si j'ai des Bitcoins, c'est un fait, c'est un actif. Mais le problème, c'est que quand je paye mon loyer, ou j'achète ma voiture, ou je paye ma baguette, aujourd'hui, il y a eu quelques expériences en fait, de paiement en Bitcoin. Hein. Dans des boulangeries, il y a eu un resto dans le 13e où il acceptait les Bitcoins. Je vais essayer de voir s'il les accepte encore. Mais le problème, c'est que le jour où vous avez besoin de convertir vos Bitcoins en euros, ben là, votre actif, il risque d'être... Peut-être qu'il sera multiplié par 5, mais le mien, il a été divisé par 2. Oui, parce que j'ai été bête. J'ai voulu justement en fait spéculer, mais je me suis endormi et j'ai laissé la courbe se balader. Et quand je me suis réveillé, elle était au plus bas. Non, mais je suis bête, j'ai investi à 10 000 au lieu d'investir à 1 800. Mais non, mais bien sûr, c'est facile après coup. Vous savez, vous faites comme les économistes à la télé. Ils arrivent après la crise et ils vous l'expliquent. Non, mais je vous dirais, mais vraiment, j'ai fait l'expérience parce que j'ai voulu la faire, l'expérience, et j'ai perdu beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, en fait, le premier message, justement, en fait, c'est la fin de l'atelier. Le premier message qu'on vous dit, c'est que n'investissez jamais un montant dans le Bitcoin que vous n'êtes pas prêt de perdre.
Si vous vous dites, c'est un montant que je pourrais perdre, et je l'accepte. Et là, j'investis. Maintenant, si vous gagnez de l'argent, tant mieux pour vous. Et moi, j'en ai perdu beaucoup. Merci à tous.